Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. On se retrouve pour débriefer ensemble les actus les plus importantes du moment et on a pas mal de gros sujets pour la vidéo du jour. On va déjà parler de Stellantis qui abandonne tout simplement l'objectif de devenir un groupe 100% électrique d'ici la fin de la décennie. On va également parler de Nissan puisque chaque jour c'est une mauvaise nouvelle pour le groupe. Ce coup-ci on apprend que Nissan est en train de fermer ses départements de recherche et développement concernant les futurs modèles de la marque. On verra ce que ça implique mais c'est pas un bon signe. Et puis pour terminer on parlera de mouvements sociaux sans précédent en préparation chez Ford Europe, mouvements sociaux qui ont pour but de faire face aux décisions des gestionnaires de licencier massivement. Ce sont les trois sujets de la vidéo du jour, j'espère évidemment qu'elle vous intéressera et qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, je compte sur vous bien sûr pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos, mais aussi bien sûr en laissant un petit commentaire pour le référencement de cette vidéo et pour donner votre avis sur l'actu du jour, notamment sur le sujet Stellantis. Est-ce que vous pensez que Stellantis est en train de prendre le bon cap en freinant sur la voiture électrique ou si au contraire pour vous, elle est en train de commettre une grosse erreur en abandonnant ses objectifs? C'est la grosse actu du jour, on va parler de la fin du tout électrique chez Stellantis. En effet, 3 ans après le lancement du plan Dare Forward qui avait été mis en place par Carlos Tavares, ancien PDG de chez Stellantis, qui s'est fait virer, on le rappelle, fin 2024 après une année désastreuse pour le groupe automobile Stellantis. Ce plan qui visait une gamme 100% électrique en Europe d'ici 2030 est en train de s'effondrer dans le silence quasi général. Il n'y a pas eu vraiment de communication sur le sujet, mais Stellantis a déjà modifié ses projets et ses plans industriels et ce qu'elle a modifié en dit long sur le changement de stratégie du groupe Stellantis qui est en train de s'éloigner progressivement mais sûrement de la trajectoire tracée par Carlos Tavares. Ce recul stratégique a été révélé par le magazine Les Échos et confirmé aux représentants syndicaux de Stellantis lors d'une réunion qui s'est tenue fin avril 2025 qui portait sur les perspectives et le plan industriel du groupe. Alors dans l'article des Échos, il y a pas mal de sources internes qui disent par exemple, je cite, on nous a expliqué que l'objectif du 100% électrique pour 2030 n'était plus d'actualité. En essayant de viser 2030, Stellantis voulait simplement devancer la réglementation européenne qui prévoit toujours une interdiction de la vente des voitures à moteur thermique à partir de 2035. L'objectif c'était donc de faire de Stellantis un des pionniers du 100% électrique, mais la stratégie change de cap parce que le marché de la voiture électrique s'essouffle et que les pressions réglementaires semblent s'assouplir. On en parlait d'ailleurs il y a quelques jours dans une autre vidéo, les amendes café qui devaient coûter 15 milliards d'euros environ aux constructeurs européens cette année vont être lissées maintenant sur 3 ans. Et les constructeurs européens comme le groupe Stellantis par exemple comptent beaucoup sur ces 3 ans pour faire pression sur la Commission européenne pour qu'elle flexibilise la fin du thermique. Même si pour l'instant il n'y a pas eu de communication sur le sujet, ce virage se matérialise déjà dans les projets de développement de Stellantis. Par exemple, la plateforme STLA Small, qui devait n'accueillir que des moteurs électriques et qui devait être la base, par exemple, de la future Peugeot 208, 308 ou encore prochaine 408, va être modifiée par Stellantis pour pouvoir, au final, accueillir un moteur thermique et probablement, du coup, faire des versions hybrides. Quand on sait qu'une plateforme comme celle-ci est censée durer un peu plus d'une décennie et que ces modifications de plateforme ont dû coûter probablement des centaines de millions de dollars d'investissement à Stellantis, on se doute bien que c'est pour continuer à en vendre encore après 2030. Ce serait sinon un investissement en pure perte pour Stellantis et ça semblerait quand même assez étonnant de leur part. Cette décision a été prise pour une très bonne raison, c'est tout simplement que Stellantis s'est pris le mur de la réalité en pleine face. L'évolution de la vente des voitures électriques en Europe est beaucoup moins rapide que prévu. Sur le premier trimestre 2025, les ventes de voitures électriques ont représenté environ 15% de part de marché. À titre de comparaison, sur l'intégralité de l'année 2024, les voitures électriques avaient représenté 13,6% de part de marché et en 2023, c'était 14,6% de part de marché. Donc on est toujours un peu dans les mêmes zones. Et vu qu'il n'y a pas eu d'explosion de la voiture électrique, Stellantis la joue logique, la joue pragmatique et décide de miser plutôt sur le thermique et sur l'hybride qui représente toujours 85% des ventes. Conséquence directe, les commandes passées par Stellantis à sa co-entreprise en fournisseur de moteurs électriques, E-Motors, a déjà été réduite 2 fois depuis le début de l'année 2025. À Metz, l'usine qui fabrique ces moteurs, les prévisions de production pour 2025 sont passées de 800 000 pour l'année à environ 400 000. Et en parallèle, les transferts de personnel des lignes thermiques vers les lignes électriques ont été suspendus, tandis que les lignes de production de moteurs thermiques tournent toujours à plein régime en 3/8. Carlos Tavares avait donc engagé le groupe sur la voie du tout électrique avec 2 intentions, l'une commerciale évidemment, prendre une longueur d'avance pour gagner des parts de marché sur le reste des groupes automobiles, chose qu'elle n'a pas réussi à faire notamment parce que ces voitures électriques souffrent d'une assez mauvaise réputation, aussi bien au niveau des autonomies réelles que des problèmes de logiciel. Je vous invite par exemple à aller consulter les fiches fiabilité de la Fiat 500 électrique ou encore de la Citroën C3 ou de n'importe quelle voiture du groupe en réalité, mais il avait également engagé cette stratégie pragmatique pour préparer Stellantis aux futures normes européennes
européenne, notamment parce que d'ici 2030, le seuil pour la loi café sera de 49,5 grammes de CO2 par kilomètre, et que pour respecter ces normes, va falloir vendre un paquet de voitures électriques, chose que pour l'instant on n'arrive pas à faire Stellantis. Il y a quand même assez peu de chances que ça change vraiment d'ici là. Mais bon, Stellantis compte sur un assouplissement de ces normes. Une chose est sûre, l'ère Tavares touche vraiment à sa fin, et avec elle, l'ambition du 100% électrique en 2030. La vraie question à se poser maintenant, c'est si Stellantis remise sur le thermique à long terme, vont-ils enfin se sortir les doigts du cul et produire un nouveau moteur essence et diesel autre que le Blue HDI ou le PureTech? Il va falloir vraiment repartir sur une nouvelle base pour récupérer la clientèle et sa confiance, ou va-t-elle décider de continuer par radinerie à miser sur ces deux moteurs, quitte à perdre l'intégralité de sa clientèle? Affaire à suivre, on en reparlera, mais ça reste quelque part une bonne nouvelle. Je précise une dernière chose par rapport à cette actualité. Pour l'instant, Stellantis recule sur le 100% électrique uniquement pour ses marques européennes. Mais vu qu'aux États-Unis, les voitures électriques ont encore moins de parts de marché et qu'elles reculent même depuis l'arrivée de Donald Trump, on peut se dire que clairement, ce qui va être validé pour l'Europe va être validé puissance 10 pour les États-Unis. On va maintenant parler de Nissan. Alors malheureusement, chaque jour qui passe, c'est une nouvelle mauvaise nouvelle les concernant. On parlait déjà d'eux il y a quelques jours quand on avait appris que les résultats étaient tellement mauvais pour Nissan que Nissan allait licencier environ 20 000 salariés à travers le monde, y compris au Japon. On avait également parlé du fait qu'environ 3 000 salariés de chez Nissan allaient être rebasculés sur des postes dont le but n'est plus de travailler sur des voitures, mais de travailler sur les économies réalisables par le groupe. Ce qu'on apprend donc, c'est qu'une grande majorité de ces 3 000 salariés qui vont être reconvertis sont en réalité des salariés qui de base travaillaient dans les pôles de recherche et développement, et que petit à petit Nissan est en train de fermer ces différents développements de recherche, ce qui veut dire que, pour résumer, Nissan ne travaille plus pour développer des nouveaux modèles, mais travaille pour réaliser des économies sur ce qui existe déjà. Quand ça se passe comme ça, c'est en général assez mauvais signe quand même. Ce qui est assez ironique, c'est que dans un même temps, Nissan souhaite réduire le temps de développement de ces modèles de 52 mois à 37 mois en moyenne. On apprend également que Nissan va supprimer à peu près la moitié de ses plateformes, passant de 13 à 7. La plateforme, pour faire très simple, c'est le châssis de la voiture, donc ça semble vouloir dire quand même que Nissan va essayer de simplifier ses gammes pour aller droit à l'essentiel et ne vendre que ce qui se vend. Grâce à cette décision, Nissan espère pouvoir réduire de 70% la complexité des pièces et la variété qui vont être utilisées pour les prochains véhicules, ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de réutilisation de pièces techniques d'un modèle à l'autre, ce qui ressemble plus à un plan de sauvetage qu'à un vrai plan d'innovation. Alors après, il y a quand même quelques petites bonnes nouvelles, notamment le fait que Nissan réfléchit à relancer le blason Skyline, mais annonce dans un même temps que ça n'aura rien à voir avec les anciennes Skyline qu'on a connues. Donc on croise fort les doigts pour que ce soit pas encore un énième SUV, sinon ce sera un flop de plus et ce sera encore une manière de plus de diluer l'identité de la marque Nissan. On se rappelle d'ailleurs que dans les années 2010, Nissan avait tenté justement le Skyline crossover qui avait vraiment dégoûté les puristes de la marque. Les priorités de Nissan maintenant, ça va être de survivre, et d'ailleurs on se rend bien compte quand on lit justement les derniers communiqués de presse. En quelques lignes à peine, le mot coût y apparaît 17 fois quand même. Donc Nissan va vraiment les traquer jusqu'au dernier moindre centime qui traîne pour essayer de survivre. Et d'ailleurs dans ce même communiqué, elle explique qu'elle va essayer de renforcer son alliance avec Renault et Mitsubishi, et que pour l'instant elle a écarté tout type de relance de discussion de fusion avec Honda. Donc bon, on peut dire que c'est un petit peu la fin des discours conquérants des années passées qui étaient centrés sur l'innovation et le futur à long terme de la marque. Maintenant Nissan s'est vraiment recentré sur un plan plus pragmatique et sobre. On verra si ça marche, et de toute façon je pense qu'on aura régulièrement l'occasion de reparler d'eux, donc affaire à suivre. Pour terminer, on va parler un petit peu de Ford, spécialement quand même de Ford Europe. Alors là aussi ça concerne les voitures électriques, puisque Ford Europe a beaucoup de mal à écouler ses modèles électriques, et pour limiter les dégâts et réduire les coûts, Ford a annoncé en novembre 2024 un vaste plan de réduction des coûts, incluant bien sûr, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes qui trinquent, des suppressions d'emplois en Europe, particulièrement en Allemagne où elle y a ses plus grosses usines, et particulièrement en plus à Cologne. En réaction à ces annonces, IG Metall, le principal syndicat allemand du secteur automobile, a appelé à la grève et accuse Ford de vouloir revenir sur des acquis sociaux importants. La production des modèles électriques du groupe dans l'usine de Cologne sera donc interrompue pendant toute la durée de ce mouvement social qui pour l'instant n'a pas de durée déterminée, les salariés du site allemand affichant clairement leur détermination à ne pas céder. Le bras de fer pourrait coûter encore plus cher à Ford qui est déjà fragilisé. D'un côté évidemment les syndicats défendent les emplois et les conditions de travail, de l'autre Ford insiste sur la nécessité de réduire les coûts. On est donc dans une impasse qui risque de se prolonger et qui aura bien sûr un impact sur les délais de livraison des véhicules qui sont déjà très longs. Malheureusement pour l'Allemagne et pour l'Europe, cette situation ne concerne pas que Ford, c'est quasiment l'ensemble du secteur automobile mondial, mais spécialement européen qui est confronté à une période assez
compliqué. En Allemagne, on rappelle que le groupe Volkswagen veut supprimer 35 000 emplois d'ici 2035, que les plans de restructuration se multiplient aussi bien chez les constructeurs que chez les équipementiers, et que le cœur de ces difficultés, c'est le passage forcé à l'électrique imposé dans un délai qui n'est tout simplement pas atteignable. En attendant, les chaînes de production à Cologne s'arrêtent dès aujourd'hui, et il y a une question qui se pose: comment Ford va-t-il réussir à sortir de cette galère en ne proposant dans sa gamme européenne quasiment que des SUV haut de gamme électriques qui ne trouvent pas preneur? Affaire à suivre, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour le montrer comme d'hab, en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr, et en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!